Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. C'est au cœur de l'actualité depuis un bon moment déjà, les tensions grandissantes entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que les États-Unis sont encore sur l'échiquier mondial une superpuissante comparativement à ce qu'on appelait il y a quelque temps des puissances émergentes, mais qui aujourd'hui représente une partie extrêmement importante et cruciale sur cet échiquier mondial? Est-ce que les États-Unis sont capables de gagner, par exemple, une pareille guerre avec la Chine? On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. J'ai décidé de faire simple ce matin, de faire un petit sujet léger. J'étais tenté par l'ingérence du fédéral dans les champs de compétences provinciales ou encore de parler de leadership au sein de la famille des solidaires, mais je me suis dit, tiens, ce matin, comme il n'y a pas suffisamment de sujets sérieux, on va parler guerre et de guerre entre deux puissances qui se regardent à distance comme des chiens de faïence, les Américains et les Chinois. À la lumière de ce que nous voyons se passer sur le théâtre des opérations en Ukraine, parce que par puissance interposée ou par pays interposé, on a en ce moment un conflit entre l'Est et l'Ouest, l'Est étant incarné par la Russie, bien entendu, l'Ouest par les puissances de l'OTAN, mais derrière l'Est, derrière la Russie, il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord, il y a tout un axe militaire, et ça se passe en Ukraine, et ça ressemble à une guerre conventionnelle comme on n'en avait pas vécu en Europe, mais je dirais même dans le monde depuis très longtemps, parce que les États-Unis se sont frottés à des adversaires en Irak, en Afghanistan, on pourrait dire en Libye, même s'ils n'ont pas envoyé de soldats sur le terrain en Libye, se sont frottés à des adversaires dans des conflits qui étaient d'abord inégaux et qui n'étaient pas des conflits traditionnels, des guerres de tranchées. Il n'y en a pas eu des tonnes, ou des batailles de tranchées, il n'y en a pas eu des tonnes en Afghanistan ou en Irak, quoique Fallujah, il y a eu quelques batailles qui pouvaient ressembler même à Stalingrad, donc à la Deuxième Guerre mondiale. Je pose cette question parce que, comme je le disais, il y a deux puissances qui se regardent en ce moment, une émergente, la Chine, mais qui, je pense, a beaucoup plus émergé qu'on ne l'imagine, et les États-Unis, qui, depuis la fin de la guerre froide, sont considérés comme l'hyperpuissance absolue. Mais est-ce si vrai? Est-ce que les États-Unis sont aussi puissants qu'on l'imagine? Comme tous les citoyens occidentaux, je me couche tous les soirs de ma vie en pensant implicitement que je suis en sécurité. Parce que s'il arrivait quelque chose, l'armée américaine, on le pense, est omnipotente. Tu dis, s'il faut que les Marines débarquent, alors tu me diras, on peut ne pas aimer la politique étrangère américaine, on ne peut pas être toujours aligné sur les intérêts, mais dans les faits, le Canada, comme l'Occident, vit aux dépens de la puissance militaire américaine et avec les conséquences de ça, c'est-à-dire qu'ils imposent en toutes circonstances leur volonté. Alors, on l'accepte ou pas, mais tu peux pas faire sans les Américains, puis tu peux pas faire contre les Américains quand ils ont une volonté. On est dans un univers où il y a une puissance qui revendique sa place et qui a des moyens, qui les construit. C'est des moyens plus qu'importants et qui sont modernes, qui correspondent justement à ce que seraient les outils d'une guerre d'aujourd'hui, où les armes autonomes sont de plus en plus importantes. On l'a vu en Ukraine. Les drones peuvent faire la différence. Les Russes les utilisent, les Ukrainiens les utilisent, et nous combattons, nous livrons évidemment des drones, mais aussi des armes dites traditionnelles. Et à ce jour, ça n'a pas fait la différence. À chaque fois qu'on a, plusieurs fois on l'a souligné, envoyé de nouvelles armes, on a dit des tanks nouveaux, des tanks performants, ça va faire la différence? Pas vraiment. Là, on pense au F-16. Est-ce que ça va faire la différence? On va le savoir bientôt. Mais j'en doute sincèrement, parce que les rapports de force sont modulés aujourd'hui par de nouveaux outils et une manière nouvelle de concevoir la guerre. Et je me suis inquiété inquiété n'est peut-être pas le bon mot, je me suis arrêté à une anecdote qui n'en est pas une. Là aussi, c'est une affaire dont on a déjà parlé. Tu sais qu'à Gaza, les Américains, après le discours sur l'État de l'Union de M. Biden, se sont mis à construire, avec leurs ingénieurs liés à l'armée, à construire un quai qui est au large, pas au large, qui débouche sur une plage à Gaza, pour livrer de l'aide humanitaire. Là, on est, je dirais, dans ce que l'armée américaine devrait faire de mieux, de la logistique, en
période de guerre, construire des ponts, des quais, être capable, là où il n'y a pas de point de passage, de construire rapidement un pont. C'est crucial si on veut déplacer ses troupes. Les Américains ont très bien fait ça. C'est aujourd'hui l'anniversaire du débarquement. 80 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait des militaires américains quand ils sont débarqués avec les Canadiens? Ils ont été capables de traverser des fleuves, des rivières où des ponts avaient été détruits, justement parce que cette extraordinaire expertise en ingénierie, parce que la guerre, c'est toutes sortes de choses, fonctionnait. Alors, fin de l'anecdote, on investit des ressources extraordinaires pour être capable de débarquer cette aide humanitaire. Et une forte pluie, il y a quelques jours, rend le fameux quai inopérant. Pas des bombardements, pas une attaque, des pluies diluviennes. Un événement météo sans précédent. Ça arrive à peu près à toutes les 15 minutes depuis 10 ans dans nos vies, des événements météo sans précédent. Et le quai n'est plus fonctionnel. C'est donc dire que le génie américain n'a pas résisté à une forte pluie. Alors, je suis pas sur place, j'ai pas vu les tenants et aboutissants, mais ça illustre quelque chose de ce que j'appelle la faillite du savoir-faire. Tu sais, quand je te parlais de Boeing cette année, comment se fait-il que le génie manufacturier de l'industrie américaine soit pas capable de produire des avions? Enfin, ils sont capables. Comment se fait-il qu'ils ne sont plus capables de les faire pour qu'ils soient parfaitement sécuritaires? Alors là, on parle de la supériorité américaine depuis toujours. C'était le début de mon prétexte. Où on se dit, par exemple, s'il y avait un conflit, la marine américaine, costaud, va être capable de livrer le combat. Or, aujourd'hui, à cause de ces rapports asymétriques dont je te parlais tout à l'heure, ça fait 20 ans, 30 ans que des militaires, des amiraux particulièrement, disent un porte-avions qui était censé être le fer de lance de la projection militaire américaine, un porte-avions, ça va résister dans une guerre conventionnelle 12 minutes en face d'une puissance capable de déployer des missiles supersoniques et différents autres gadgets du genre. Quand seulement 12 minutes, c'est peut-être 7. C'est peut-être 7, puis c'est peut-être 3 jours. Mais la vérité, c'est que je pense qu'ils ont 11 porte-avions, les Américains. C'est la puissance militaire la mieux équipée. Les Chinois viennent d'en développer un. Mais c'est un éléphant archi-vulnérable à des piqûres de maringouin. C'est-à-dire que le jour où les Iraniens se mettraient à l'ouvrage, ou les Coréens du Nord, s'ils étaient en conflit avec les États-Unis, il y a fort à parier, en tout cas, qu'ils pourraient s'attaquer à ce qui est apparemment le différentiel stratégique des porte-avions, avec peut-être succès. Pour les Chinois, il n'y a pas de doute. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur boîte à outils pour faire en sorte que les Américains seraient incapables de déployer un porte-avions à distance de Taïwan s'il fallait intervenir, sachant que s'ils sont protagonistes dans le conflit, ils vont être aussi fair target, ils vont être des cibles acceptables pour les Chinois qui vont s'attaquer. Et ils sont donc extrêmement vulnérables. Plus encore, ils avaient, à la fin des années 80, 600 bâtiments de guerre. Aujourd'hui, on est à 292, donc la moitié. Ils avaient 772 000 soldats en uniforme. Ils sont à 440 000 aujourd'hui. Ils avaient, et c'est important, donc dans leur rang, 20% plus de militaires en armes en 2011 qu'aujourd'hui. Alors, on dira, les militaires sont multipliés par les moyens technologiques. On va y arriver, c'est vrai. Mais c'est beaucoup moins de monde à la sombre messe qu'est la guerre. Et est-ce qu'ils ont vraiment les moyens, l'envie, la capacité de combattre comme on le voudrait? Ça a été testé quelques fois, mais dans un combat plus conventionnel, pas encore. Les Européens, qui normalement devraient être nos alliés dans des affaires pareilles, ont des armées, là aussi on en a beaucoup parlé, qui sont des tigres de papier, comme disent les Chinois. C'est-à-dire que s'ils avaient à aller littéralement demain matin à la guerre, ils seraient probablement incapables de le faire. On dit de la France qu'elle pourrait, dans un conflit ouvert, être mobilisée efficacement 3 à 4 jours. L'Allemagne a plus ou moins 100 tanks Léopard pour résister s'il y avait un conflit en Europe, puisqu'on nous met en garde contre ce conflit. 100 tanks Léopard, ils en ont envoyé quelques-uns en Ukraine, ça n'a pas fait la différence. La Grande-Bretagne a l'armée la plus petite qu'elle n'a jamais eue depuis le 18e siècle. Il y a moins de militaires dans l'ensemble des armes en Grande-Bretagne qu'il y a de Marines dans l'armée américaine, de Marines, qui est une des 4 armées des États-Unis. Alors, c'est réellement
un moment où on doit se poser des questions s'il fallait qu'on contemple un conflit. Sommes-nous capables de l'engager? Et je dis nous, les Américains et leurs alliés sont-ils capables de l'engager et de le gagner? J'ajoute à mes statistiques, un peu accablantes, j'en conviens. Plusieurs spécialistes aujourd'hui estiment qu'aux États-Unis, 3 jeunes hommes sur 4 qui seraient en état de servir, donc de 18 à 25 ans, et je le précise parce qu'en Ukraine, la mobilisation, c'est à partir de l'âge de 25 ans. Ça vient d'être abaissé de 27 à 25, mais les alliés ou l'allié américain dit aux Ukrainiens, comment se fait-il que vous n'envoyez pas vos jeunes hommes de 18 ans à la guerre? Probablement parce qu'ils savent que c'est peut-être une bonne idée de se garder une marge démographique. Mais donc, je reviens à mon histoire. Pour des raisons de santé mentale, pour des raisons d'obésité, pour des raisons pour plein de facteurs. Et déjà, l'armée américaine fait des très gros compromis sur ses critères d'embauche dans la marine, dans l'aviation. Les pilotes américains sont aujourd'hui entraînés 130 heures par année sur des appareils extraordinairement complexes. Là où ils faisaient 300 heures de vol pendant la guerre froide, les Chinois sont à plus de 200 heures. Alors, dans ce contexte-là, excuse mon cours magistral, puis peut-être qu'on y reviendra demain si ça te tente, parce que je trouve ça passionnant. La question, c'est est-ce que, au-delà des forces militaires, c'est-à-dire des soldats, est-ce que nous avons les équipements? Et je te parlais tout à l'heure de Boeing, qui est un exemple lamentable. C'est un des 5 groupes industriels qui fait affaire sur une base régulière avec le ministère américain de la Défense. Il y en avait une 50aine au début des années 90, il en reste 5. Est-ce que c'est, selon toi, une solution dynamique dans un système capitaliste pour encourager l'initiative, l'inventivité, excuse-moi l'expression, le néologisme, je n'y crois pas. 5 groupes industriels qui sont des mammouths mous, qui sont tout intéressés à produire ce qui rapporte le plus, les meilleures marges, sans trop se poser de questions. Le mythe de l'extraordinaire inventivité de l'économie américaine appliquée à la défense, pas du tout. Production de munitions, pas du tout. On l'a vu en quelques semaines d'une guerre qu'ils ne livrent pas. Ils ont plus ce qu'il faut pour alimenter leur allié ukrainien. Alors que l'économie russe est déjà dans une logique de production militaire ou de guerre. Les Chinois, probablement, même s'ils ne sont pas en guerre, arrivent, et peut-être, tiens, c'est mon teaser pour demain, une nouvelle théorie dans l'économie militaire et dans le déploiement de l'ingéniosité militaire, arrive le Moneyball Military, l'armée Moneyball. Comme le film? Comme les Ace exactement. Comme le film et le livre de Michael Lewis qui avait écrit là-dessus, c'est-à-dire l'histoire de ces hommes, parce que c'est essentiellement des hommes, qui ont décidé de sortir du trou les Aces d'Oakland, une équipe calamiteuse, équipe de baseball, en revisitant tous les paradigmes, en se disant, est-ce que ça nous... Parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de résultats. Puis ils se sont posé la question, est-ce que ça nous prend les 3 meilleurs frappeurs de la Ligue nationale? Est-ce que quand on va recruter, on voudrait avoir le premier choix qui va peut-être nous coûter une fortune? C'était de se demander si oui ou non, il faut les meilleurs pour gagner, comme les Américains déploient les meilleurs équipements théoriquement pour gagner. Mais un F-35 qui coûte 100 millions de dollars, combien peux-tu en perdre dans un conflit avec la Chine avant de te dire « Hé, ça va mal ». Peux-tu produire 10 000 drones à la place et les rendre, eux, un facteur différentiel dans un conflit? Alors, si tu veux, nous y reviendrons demain, parce que je crois vraiment que c'est un moment de l'histoire militaire qui est effectivement sans précédent, comme il y en a plusieurs dans l'histoire, des moments sans précédent, mais qui fera la différence s'il devait y avoir un conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis. J'ai jamais fait ça, mais on va se dire à suivre avant de parler de contact. Oui, parfait, très bien. Contact. Ben oui, non, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est révélateur parce que tu nous as bien dressé le portrait de la situation, mais l'exemple de l'Ukraine, puis on l'abordera dans un prochain épisode, est flagrant parce que malgré les milliards, malgré toutes les infrastructures, malgré toutes les ressources des États-Unis, c'est une guerre qui s'enlise et qui se poursuit de mois en mois.
Alors, c'est quand même assez Et révélateur. ça pose toutes ces questions. Je suis désolé, j'ai fait comme mon cours magistral sans me donner beaucoup d'air pour respirer. J'espérais être capable de tout livrer dans cette chronique, mais c'est pas possible. Je te laisse sur quelqu'un que j'ai découvert il y a quelques mois, fondamental. Je te suggère dans ta voiture de l'écouter Oui, et j'aimerais que tu m'en parles. Il s'appelle Jack Le Fou. Jack C'est le Fou. quelqu'un qui sur les réseaux, Jack Le Fou, quelqu'un qui sur les réseaux était un succès colossal, particulièrement en France, dans le monde qui parle arabe beaucoup aussi, parce que c'est un Algérien. Et lui a passé pendant des années, des heures et des heures tous les jours à se battre virtuellement dans des débats, des joutes oratoires, pour tenter de démonter la croyance qui est celle qui est dominante en Algérie, c'est-à-dire l'islamisme sunnite. Lui, c'est sa spécialité. Et il dit c'est un combat pour la laïcité, ça nous intéresse, les combats pour la laïcité. Il pense de façon très originale et différente en disant l'islamophobie, ce n'est pas un délit. Ça ne devrait jamais être interdit. C'est peut-être dérangeant et fâchant chez nous, mais chez nous ici au Québec, parce que je ne le savais pas. Il est installé au Québec. Je ne sais pas où, mais il opère au Québec. Il dit, attention, l'islamophobie, là, quand vous la montrez du doigt, est-ce que vous parlez des musulmans ou de l'islamisme? Donc, ne rendons pas ça interdit, plutôt débattons et essayons de faire la preuve que l'islamisme, c'est quelque chose qui peut être questionné, qui peut être démonté. Quand on nous parle de la charia, c'est ce qu'il dit souvent, amenez-en des exemples. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez comme monde? Venez en débattre. Il le fait très efficacement. Je te propose un tout petit extrait pour te mettre en appétit. Allons-y. Et j'insiste, si tu avais le temps, écoute-le et dis-moi ce que tu en penses. Et il y a quelques années, j'ai entendu en France une parole qui disait « Le racisme n'est pas une opinion, mais un délit ». C'est une horreur, cette phrase est horrible pour moi. Bien sûr que le racisme est une opinion, c'est pas un délit. Bien sûr que le racisme est une opinion. C'est une opinion débile, c'est une opinion qui n'a pas de sens, c'est une opinion que ceux qui la tiennent, ils sont complètement ignorants, mais c'est pas un délit. On va pas commencer à dire aux gens ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas dire. Ça veut dire être paternaliste avec eux. Alors, ça risque de faire réagir, Stéphane. Très intéressant. Et il me dit, la première fois où on m'a traité, moi, d'islamophobe, c'est au Québec. Je livrais mon combat en Algérie. Jamais m'a traité d'islamophobe. Attention avec les mots et attention avec les intentions de légiférer pour interdire certains mots. Je répète, le racisme n'est pas un délit. C'est une opinion. Débile, dit-il, mais ce n'est pas un délit. Oui, provoquant. Alors, c'est à écouter. Nouvel épisode de Contact. Merci, Stéphane. Ciao.